Jules Torres et Paul Melun sont avec madame. moi dans ce studio. Bonsoir monsieur Pascal. Jules Torres, bonsoir monsieur Paul Melun. Évidemment, c'est de l'actualité. On va parler aussi de l'investiture américaine, parce qu'il y a vraiment deux temps forts ce soir. Un, la libération de ces otages, et de outre-Atlantique. D'ailleurs, Sarah Knafo sera avec moi tout à l'heure en direct de Washington, puisqu'elle fait partie de la liste très sélective des invités de Donald Trump. Non, ils ne sont pas nombreux en France. Emmanuel Macron n'a pas été invité, Jules Torres. Bah, je crois que si. Il a été invité. Ah oui, alors justement. Mais il y va pas. Alors pourquoi ? Exactement, c'est quelque chose qui se fait très rarement. Oui. Normalement, les chefs d'État ne sont pas invités. Oui. Mais Donald Trump a invité le président de la République, sans doute pour lui rendre l'appareil de la cathédrale Notre-Dame et de la réouverture, où il y a eu vraiment un moment très important, notamment aussi sur la guerre en Ukraine. On en a évidemment parlé. Mais a priori, le chef de l'État ne souhaitait pas se rendre à l'investiture du nouveau président américain. Monsieur l'ambassadeur, vous voulez peut-être réagir, dire quelque chose. Vous n'avez pas encore quitté ce studio. Non. Israël sera représenté ? Pas notre ambassadeur, autant que je sais, mais je sais que notre Premier ministre pensait y aller. Ah, il pensait y aller, mais malheureusement, il ne va pas y Il aller. était un peu occupé. Oui, il a été un peu occupé, oui. il a été un petit peu occupé. Donc, Emmanuel Macron, c'est un choix de sa part de ne pas aller... Oui, je pense vraiment que c'est un choix. Si vous voulez, je vais faire une petite enquête pour le temps que nous sommes là avec Paul Melun, mais il a en tout cas, c'est absolument certain qu'il a reçu une invitation. Après, les raisons pour lesquelles il refuse d'aller à cette investiture sont sans doute nombreuses. Sans doute ne veut-il pas apparaître seul, parce qu'on l'a dit, il y aura donc Marion Maréchal, il y aura Éric Zemmour, il y aura Sarah Knafo pour le Rassemblement national, il y aura une délégation qui sera menée par Louis Alliot. Moi, je me mets dans la tête du président de la République, qui n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que les personnalités que je viens de citer, et qui ne voudrait pas être à côté d'eux. Après, bon, c'est le président de la République, il peut très bien négocier d'être au premier rang. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, ça traduit chez Emmanuel Macron une certaine réticence. Je voudrais qu'on revienne un instant sur ce qu'a dit l'ambassadeur d'Israël en France. Il est très dur avec le président de la République. C'est-à-dire qu'on a cherché Jules Torres, Paul Melun, je ne sais pas si vous avez regardé, mais pas de tweet de félicitations. Emmanuel Macron ne s'est pas félicité de cette libération des otages. Attendez, Olaf Scholz l'a fait, le Premier ministre britannique l'a fait. Il ne l'a pas fait aujourd'hui, mais quand il y a eu la déclaration avec le cessez-le-feu de ça, il a fait un tweet dans lequel il a nommé les otages et où il a évoqué le soulagement hors nom de la France. Il l'a déjà fait. Vous avez vu ce tweet ? Il ne l'a pas fait aujourd'hui, mais il l'a fait mercredi, me semble-t-il. Mais écoutez, alors attendez, moi je vais reprendre parce que Thomas Lacroix m'avait envoyé le tweet. Après 15 mois de calvaire injustifiable, soulagement immense pour les Gazaouis. C'est-à-dire il n'a pas dit que ça. Oui, d'accord, ok, espoir pour les otages et de leur famille. Et effectivement, l'ambassadeur d'Israël en France ne comprenait pas. Oui, sans doute le fera-t-il lorsque les deux otages franco-israéliens, Ohad et Ofer, seront libérés. Là, pour l'instant, les trois personnes qui ont été libérées sont des Israéliennes. Peut-être aurait-il dû, peut-être doit-il attendre. Je sais pas s'il y a une règle spécifique dans ce contexte-là. Moi, je pense que le président de la République est plutôt dans son rôle, c'est-à-dire que il doit tweeter, réagir quand il s'agit sans doute de Français. Il a réagi sur la question du cessez-le-feu. Après, ça traduit aussi une certaine ambiguïté d'Emmanuel Macron ces dernières semaines et ces derniers mois sur la question d'Israël, et qui a beaucoup heurté la communauté juive. Après, c'est sur des questions très diplomatiques qui sont très complexes, mais on se souvient qu'il avait beaucoup heurté juste avant les commémorations du 7 octobre, qu'il avait heurté quand un propos a été rapporté après le Conseil des ministres, où il parlait de la création d'Israël comme étant une création de l'ONU en 1948, mais seulement de l'ONU. Donc c'est vrai que ça fait partie, en tout cas, cette petite pierre va s'ajouter aux nombreuses pierres de l'ambiguïté d'Emmanuel Macron vis-à-vis d'Israël. Mais ce soir, l'ambassadeur de France en Israël, Joshua Zarka, qui était avec nous, dit « Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. » Il l'a dit 3 fois. Il est très diplomate dans ce qu'il dit. C'est son rôle, l'ambassadeur. C'est son job. Mais c'est son job. Excusez-moi, mais il y a un dossier quand même. Non, mais il y a un dossier. Et que vous levez, cher Pascal de non, mais attendez. Mais je suis surprise. Attendez, parce que là, on a le porte-parole de Renaissance qui va prendre la parole. Écoutez, déjà, j'aimerais bien être le porte de ma propre parole. Si vous me laissez parler, ça sera bien. Paul Melun, allez-y. Et ensuite, si vous voulez, voilà, merci cher Pascal. Je sais que vous êtes une arbitre beaucoup plus élégante que notre ami Jules qui monopolise la parole dans notre émission. C'est bien lui, ça. Blague à part, c'est un sujet qui est quand même sérieux. Je pense que si vous voulez, ceux qui feraient le procès au président de la République de ne pas se réjouir de la libération des otages, franchement, ça me paraît pas sérieux. Évidemment, le président de la République et l'ensemble du gouvernement français et la diplomatie française se réjouit dès lors que des innocents qui ont été pris en otage par une organisation terroriste le 7 octobre sont libérés, bien sûr. Le président de la République a fait part de sa satisfaction du cessez-le-feu. Il a mentionné la souffrance du peuple gazaoui, mais ça me paraît logique de la mentionner. Et il a aussi mentionné
mentionné évidemment le sort de ces malheureux otages. Donc je pense qu'il ne faut pas aller, si vous voulez, traquer dans le fil d'actualité Twitter du président. Est-ce qu'il a réagi plus tôt ou plus tard que ses homologues européens? Même Jean-Noël Barrot ne dit rien, le ministre des Affaires étrangères. Peut-être qu'il a quitté X et qu'on le sait pas. C'est pas sa politique. Ce serait une info, ça. Ce serait une sacrée information. Oui. Non, mais si vous voulez, voilà, je pense qu'il faut le rôle d'un chef de la diplomatie ou d'un chef d'État, c'est pas de réagir à chaque minute à tout. Et je comprends que nous, commentateurs de l'actualité, on ait envie parfois d'examiner, de dire tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, je pense pas que je pense que ce serait de la surinterprétation. Bon. Vous pensez vraiment qu'ils n'ont pas fait exprès? Je sais pas. Parfois, je me dis il y a un peu de non. Enfin, ils réagissent tous. Vous avez du mauvais esprit. Oui, non, mais non, je suis assez critique du chroniqueur politique Paul Melun en général. Il est excellent. Mais là, pour le coup, je pense qu'Emmanuel Macron est plutôt dans son rôle et que ça s'explique diplomatiquement et qu'il le fera sans doute quand il y aura les 2 otages franco-israéliens qui seront libérés. D'accord, ok. Je ne me choque pas outre mesure. Non, oui. Non, ce qu'il faut juger de l'action du président de la République là-bas, et là on peut être plus sévère avec lui, c'est tout ce qui s'est fait en matière de diplomatie française depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui. La coalition contre le Hamas, calquée sur ce qui se faisait contre Daesh. Comment est-ce qu'il aurait dû ou pas participer à la marche contre l'antisémitisme? Ça, c'est des sujets structurants. Maintenant, oui, il se réjouit de la libération des otages, bien sûr. Oui, voilà, mais il ne le dit pas. Allez, il est 19h44 sur Europe 1. Il y a un autre événement très important, c'est évidemment demain l'investiture de Donald Trump. Effervescence évidemment à Washington, on l'a entendu dans les journaux. Et Donald Trump qui va faire passer sans décret. Non mais voilà, non mais c'est ça, hein, c'est le cadeau de bienvenue de Donald Trump, sans décret politique, économique, social. Que peut-on attendre peut-être de Donald Trump? Pas grand-chose. Parce que nous, en tant qu'Européens ou en tant qu'Américains et en tant que Français. En tant que Français, moi, rien du tout. Oui, enfin. Ça a mal se passer. Moi, je suis plutôt pessimiste, si vous voulez. Quand on a face à nous ou à côté de nous des dirigeants qui favorisent leur État, qui sont d'authentiques patriotes ou des souverainistes comme Donald Trump, il est évident qu'il va pas vraiment faire de cadeaux à la France. Si vous voulez, ceux qui n'ont pas vu que derrière l'élection de Donald Trump, il y avait là le réveil des empires, le réveil des grandes nations. Un peu comme Vladimir Poutine en Russie ou Xi Jinping en Chine, n'ont pas compris grand-chose, à mon avis, aux relations internationales. C'est-à-dire que nous n'avons pas, chez Donald Trump, une volonté internationaliste, de protection bienveillante des Européens et de leurs intérêts comme ça, contre rien du tout. Il est évident que ce soit sur les questions économiques, sur les questions de taxes, par exemple. Il avait d'ailleurs, dans sa campagne, menacé de taxer les produits français à l'importation là-bas, nos champagnes, nos foie gras, etc., nos fromages. Il est évident qu'on va être évidemment empêché dans nos exportations, que ça peut faire du mal à notre modèle et à notre souveraineté alimentaire, que ça peut faire du mal à nos secteurs alimentaires. Il y a aussi ces prétentions territoriales nouvelles sur le Groenland et le Canada ou le canal de Panama. On peut prendre ça pour une vanne parce qu'il est un peu étrange, cet homme-là. Mais enfin, les blagues les plus courtes sont parfois les meilleures, et je suis pas sûr que ce soit pas vraiment une blague, vous voyez. Donc si vous voulez, mais non, c'est ce que disait l'ambassadeur d'Israël en France, qui connaît Donald Trump, et en fait, il dit ce qu'il fait, Donald Trump. Je pense qu'il n'avance jamais masqué. Et quand je vois un certain nombre de gens en France, notamment, et je le déplore, dans le camp conservateur, béat d'admiration devant Monsieur Trump, tout ça parce qu'il n'aime pas le wokisme, oui, ça nous fait un point commun. Si vous voulez, c'est un peu naïf, parce que ce qu'il menace de faire avec le Groenland, c'est un peu ce qu'a fait Poutine avec l'Ukraine. Il peut le faire. Il peut le faire avec le Canada et enfin le 51e État américain. Il peut menacer des possessions françaises dans certains coins du monde. Et il hésite sur rien. Donc, il faut l'aborder avec, je dirais, aucune candeur, aucune naïveté, et lui parler le langage des puissances équivalentes, avec le respect mutuel, mais avec la défense des intérêts français ou des intérêts européens. Moi, je pense que Donald Trump est une immense chance pour l'Europe et pour la France, parce que justement, il va permettre sans doute un réveil, peut-être un sursaut de nos pays européens qui, depuis des années, sont apathiques, sont à la botte des États-Unis. La question aujourd'hui, c'est pas d'être ni à la botte des États-Unis, ni à la botte de la Commission de Bruxelles, ni à la botte des Chinois. C'est de se réveiller et de faire une Europe des nations. Une Europe des nations, et on voit bien qu'il y a, depuis les dernières élections européennes,
européenne, un vent nouveau qui se lève, un vent de liberté dans les pays européens sur la question économique, sur la question migratoire. On voit bien qu'il y a une fermeture, à part l'Espagne, tout le monde a compris qu'aujourd'hui il fallait un retour aux frontières. Ça ne veut pas dire la fermeture, le retour aux frontières, ça veut dire une Europe forte forte qui ne subit plus la pression migratoire qui vient notamment de l'Afrique et du Moyen-Orient. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, qu'attendre de Donald Trump? On peut attendre 3 choses. Déjà, un revirement géopolitique mondial très conséquent. On l'a déjà vu, avant même qu'il soit investi, le président élu a commencé à faire beaucoup de choses. Vous avez parlé de la libération des otages où il a beaucoup compté. Sur le conflit en Ukraine, on voit bien qu'il a une influence majeure. Et puis surtout, et c'est là où moi je pense que Donald Trump est une chance aussi pour l'Europe et pour la France, c'est que les États-Unis vont peu à peu quitter le territoire européen parce qu'ils sentent bien que le vrai sujet, il est sur le Pacifique Nord face à la Russie et il est sur le Pacifique Sud avec l'Empire chinois. Donc les Européens ne sont peut-être plus les alliés qu'ont été qu'ils ont été avec les États-Unis, mais en tout cas ça va amener à ce qu'ils se réveillent. La deuxième des choses, ce sera sur le nationalisme économique que Donald Trump veut imposer. C'est sans doute le vrai point qui va occuper ces 100 premiers jours et ces 100 décrets. Et puis le troisième point, c'est le retour au contrôle des frontières strictes. Ça, il l'a promis. Demain, lors de son discours d'investiture, il signera ensuite un décret augmentant à 25% les droits de douane via le Mexique. Ça, c'est une des manières aussi d'utiliser ces leviers pour contrer l'immigration clandestine. Et on verra tout ce qu'il fera ensuite sur les autres plans, la question de la santé qui est très importante aux États-Unis. Mais en tout cas, je pense que ces 3 points occuperont largement l'espace de ce discours d'investiture. Alors, je voudrais d'un pas à l'autre, Donald Trump et son allié Elon Musk. Parce que ça aussi. Donc Elon Musk, non, mais on peut dire que c'est le bras droit de Donald Trump. En tout cas, il s'affiche comme tel. C'est pas le bras gauche, en tout cas. Non, c'est pas le bras gauche. C'est ça. Le bras gauche, on le cherche toujours chez Trump. Tiens, je voudrais que, effectivement, alors vous savez que TikTok devait être interdit aux États-Unis, puis finalement là ce soir, revirement. Voilà. TikTok est en train de négocier avec Donald Trump. Vous savez que chez nous, il y a plusieurs personnalités qui ont appelé à quitter le réseau social X depuis qu'Elon Musk est aux commandes. Et je voudrais que vous écoutiez, que vous me disiez ce que vous en pensez. Charline Vanhoenacker de France Inter hier soir, qui a qualifié Elon Musk sur le service public de gros connard. On a beaucoup parlé de génie à propos d'Elon Musk. On a oublié de dire que c'était quand même un gros connard. Ça fait du bien de le dire aussi. On l'a dit. On a trop dit. Parce que là, j'adore, on a un langage très châtié, très européen, etc. Puis quand, vous voulez pas venir avec moi sur les réseaux, qu'on le fasse ensemble? Moi, je vous conseille. Bien sûr, mais ça fait du bien de dire gros connard. Je vous conseille pour votre prochain. Voilà. Ça, c'est de la grande analyse géopolitique qu'elle nous offre là. Non, mais je trouve qu'il y a chez elle, comme chez certains humoristes prétendument de gauche, une forme de, comment dirais-je, de ricanement bébête sur tout et n'importe quoi, accompagné d'un peu de vulgarité. Qu'est-ce que ça apporte, quoi? Est-ce que on serait pas en attente d'une humoriste qui d'ailleurs est tout autant une militante politique qu'une humoriste? Elle a le droit de faire de la politique puisqu'elle entend en faire, mais d'en faire intelligemment, de dire à ce moment-là ce qu'elle reproche à Elon Musk, le cas échéant qu'elle essaie peut-être de sensibiliser le public de cette émission à qui est Elon Musk, quelle est sa carrière, pourquoi est-ce qu'il fait ceci, pourquoi est-ce qu'il fait cela, pourquoi est-ce qu'il fait la conquête spatiale, pourquoi est-ce qu'il s'est lancé dans l'électrique, de grâce qu'elle essaie d'élever le débat. Je veux dire, là, ce qui est pitoyable, si vous voulez, c'est que ce sont des gens qui nous disent Trump est vulgaire, Trump dit des grossièretés, Elon Musk est vulgaire, Elon Musk dit des grossièretés, ils ont raison, mais qui leur répondent avec des grossièretés, qui disent Elon Musk est un censeur, Trump est un censeur, bah du coup, nous, on va censurer, on va partir de X. Enfin, si vous voulez, c'est complètement stupide. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans l'anathème, dans la violence verbale, et qui sont dans la pauvreté et dans la paresse intellectuelle. Donc oui, je trouve ça déplorable, et j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un sur le plateau pour lui dire non. Vous dites des salades, Madame Vanhoenacker. Non, là, on est dans le règne de l'entre-soi, on est avec la bande de petits copains du service public qui sont payés par les Français. Je rappelle pas non plus dans la démagogie. Le service public, c'est 5 milliards d'euros par an, et ils insultent en permanence. Quand ils insultent pas les Français, les électeurs du Rassemblement national, ils insultent Elon Musk. Alors moi, je peux vous dire, entre Charline Vanhoenacker qui le traite de connard et Sandrine Rousseau, Marine Tondelier qui quitte X, je peux vous dire, Elon Musk, il sera toujours milliardaire ce soir, ce sera toujours l'homme le plus riche du monde, X sera toujours autant consulté, c'est l'un des réseaux sociaux les plus consultés. Alors, moi, si ces gens-là pouvaient arrêter
de cracher au visage de tout le monde, de toutes les personnes qui ne sont pas d'accord, de toutes les personnes qui n'appartiennent pas au camp progressiste avec vos impôts et les miens, eh ben je peux vous dire, ça me ferait déjà une belle journée. Vous en payez beaucoup, Jules, les impôts. Oui, non, moins que vous, Paul, moins que vous, mais voyez, c'est toujours ce petit entre-soi. Elle dit ça. En plus, avec un public un petit peu conquis, tout le monde rigole, comme si c'était drôle, non? Ce qui est traité d'être connard à la télé, c'est pas drôle. Enfin, voilà, malheureusement, c'est quelque chose qu'on le voit de plus en plus. Ils se permettent un petit peu tout, et j'espère que cette envie-là ne va pas donner des envies à Donald Trump, puisque vous avez parlé de son expansionnisme, d'aller envahir la Belgique. Oui, Charline Vanhoenacker Serge. Oui, c'est vrai que c'est. Et puis la résilience de l'armée belge face à l'armée américaine, je suis pas sûr que ça fasse long feu. Non, mais si vous voulez, ce qui est quand même terrifiant, et Jules l'a un peu dit, je suis d'accord, c'est le côté, si vous voulez, comment dirais-je, l'intolérance au débat, l'intolérance à la contradiction. Et les gens qui sur X partent parce qu'il y aurait des propos haineux ou complotistes ou d'extrême droite ou racistes, oui, les amis, ça s'appelle une agora, ça s'appelle la société. À ce moment-là, n'allez plus au supermarché de peur de croiser un raciste, un antisémite, un homophobe, quelqu'un de méchant, quelqu'un qui va vous dire que la Terre est plate et qu'on n'a jamais marché sur la Lune. À ce moment-là, ne parlez qu'à vos amis dans votre salon en écoutant un air de jazz avec un cigare. C'est très bien. Faites ça, restez entre vous. Ça. Oui, on peut faire ça, Jules, ça vous va? Sans le cigare, c'est mauvais pour la santé. Sans le cigare, c'est pas bon pour la santé. Sans whisky, c'est pas bon. Mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment le côté salon mondain m'agace. Et je trouve que quand on n'est pas capable de se frotter à la contradiction, on n'est pas un intellectuel. Je suis désolé, mais quand Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, prononce cette phrase, la libéralisation des réseaux sociaux américains est une menace pour la démocratie. Et vous vous rendez compte du côté surréaliste de la phrase. Enfin, George Orwell aurait adoré. La guerre, c'est la paix. La liberté d'expression, c'est une menace pour la démocratie. Enfin, tout est surréaliste dans cette affaire. Non. Merci beaucoup en tout cas. Dans quelques instants, Sarah Knafo sera avec nous. Elle est à Washington, Sarah Knafo. Pourquoi? Parce qu'elle a été invitée par Donald Trump pour la cérémonie d'investiture. On a plein de questions à lui poser. L'eurodéputé Reconquête. Voilà, ça y est, j'ai bien prononcé. Sera avec nous dans quelques instants. Régis Le Sommier, grand reporter et auteur de l'ouvrage Qui est le diable, l'autre ou l'Occident, sera également avec moi dans ce studio. Gabriel Cluzel et Nathan Devers vont venir nous rejoindre.